Bonjour tout le monde et bienvenue pour le dernier jour de la conférence RMConf avec la session Tu le touches, tu l'as. Ou comment modéliser les données pour le One, c'est-à-dire que pas en local mais on veut télécharger par l'internet les données. Là je m'appelle encore toujours Andries Helen, j'aime bien les chats. À l'instant je travaille encore toujours chez One More Thing, ça n'a pas changé. Et vous pouvez me contacter encore toujours alors sur la même adresse mail, ça n'a pas changé non plus. Ouais, non, c'est... Oui, aussi. Pour le moment aussi. Voilà. L'agenda de ma session. Voilà, on va un peu regarder ce qui se passe entre... Allez, si le serveur et les clients communiquent entre eux. Qu'est-ce qui se passe dans ce petit fil. Comment mesurer la performance. Un peu des indicateurs qu'on peut regarder ce qui se passe. S'il y a des moyens pour optimaliser la performance, en remodéliser ou restructurer des données dans des tables. Quelques démos et après on va voir les avantages et les inconvénients. Cette session est basée sur une session que j'avais vue au DEFCON. Et je vais un peu dire, après, j'ai vraiment essayé de suivre cette session et après j'avais quand même vu qu'il y avait des inconvénients avec la technique qui était proposée et je vais vous un peu montrer ce que j'ai découvert. Voilà, donc communication entre client et serveur. Comme Douglas avait déjà montré dans sa session, en haut on voit le serveur, en bas le client. Donc tout à fait, il y a des fichiers temporaires, le fichier réel, alors il y a des données qui vont vivre dans le RAM, qui sont après envoyées vers les clients, qui les met dans son RAM aussi, dans son cache, et après ils sont stockés aussi dans un fichier temporaire. On va pas tout regarder parce que ça sera quelques jours de session. On va surtout regarder ce qui se passe entre le serveur et les clients. Qu'est-ce que c'est cette communication? Voilà. Ça existe des appels distants, simplement le client qui veut communiquer avec le serveur, qui envoie de l'info, et donc il y a des transferts de données entre les deux. Ça sont en principe les deux choses qu'il faut mesurer pour on peut voir pour avoir une meilleure performance ou voir ce qui se passe sur le serveur. Qu'est-ce qui bouge? C'est quoi qui est envoyé, transféré entre le client et le serveur? Voilà, comme on l'a dit, c'est des enregistrements complets. Ce n'est pas une rubrique qui bouge, mais c'est vraiment l'enregistrement complet. C'est des scripts complets, des modèles complets, sauf les conteneurs. Et les images sur les modèles, ça aussi, ça c'est géré. Donc tout qui est image ou binaire, ça c'est géré différemment dans la communication. Comment on peut mesurer la performance? D'abord, j'étais en train de regarder vraiment des trucs comme Wireshark pour vraiment mesurer les paquets qui sont là. Et je m'en sortais pas, je ne comprenais pas très bien comment utiliser le logiciel-là. Donc, j'ai décidé de prendre une approche un peu plus simple. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre le WAN et le LAN? Bon, ça passe tout par des fils ou par le Wi-Fi, mais c'est quand même que le bande passante est vachement plus petit en WAN. Et surtout que en distance, c'est que si nous on veut communiquer avec un serveur en Amérique, c'est pas une ligne directe, on passe par plein de petits routeurs où il y a des switches. Donc le temps que ça prend pour arriver d'ici jusqu'à l'Amérique, c'est différent que le temps que ça prend d'ici jusqu'à un serveur qui tourne dans le même bâtiment. Parce que là, il y a peut-être un ou deux routeurs où on passe, souvent en gigabits, autant que si on passe par l'Internet, c'est vraiment plus petit. Et donc, ça s'appelle le latency time ou le ping time. Si on fait ping, on veut faire un ping sur un serveur, c'est le temps qui est indiqué à côté. Donc, j'ai décidé de prendre simplement les statistiques qui existent dans le serveur parce qu'il peut nous déjà raconter plein de choses. Donc, allez, tout le monde a ça à sa disposition. Et les statistiques que moi j'ai pris en compte, c'est le network KB par seconde in, donc le bande passante, qu'est-ce qu'il veut nous envoyer en une fois, ou il arrive à nous envoyer en une fois. Non, il peut recevoir, désolé. Out, c'est la même chose, mais qu'il peut renvoyer. Et alors, le nombre de remote calls ou appels distants
par seconde, parce que ça c'est déterminé par le latency time, ou le ping time. Où sont les statistiques stockées? Soit en global, vous pouvez les retrouver dans le stats.log sur le serveur. Et si on active l'onglet statistiques clients, là il y a aussi une petite case à cocher où on peut demander de loguer tous les, au détail de clients. Et donc voilà. Et important, c'est si on veut vraiment commencer à mesurer des bonnes choses, il faut mettre l'intervalle de temps sur 1 seconde. Je pense que par défaut c'est 15 secondes, mais pour avoir une vue plus détaillée, c'est mieux de le. Allez, il ne faut pas le garder comme ça. Après, on a fait les tests, on va le remettre. Allez, c'est mieux de le remettre à 15 secondes parce que ça bouffe pas mal de la performance. Donc, mais pendant qu'on fait des tests, il faut le mettre à. Allez, je l'ai mis en 1 seconde. Voilà, je fais des tests unitaires. Ça veut dire que j'essaye d'être seul sur le serveur. Chaque test que je fais, je commence avec un fichier qui est fermé. Donc je démarre le fichier, que je suis sûr que j'ai rien dans mon cache, il n'y a pas de fichier temporaire. Après, la première chose que mon fichier d'unitaire va faire, c'est qu'il va vider les stats. Il ne faut pas faire ça dans une serveur de production. Après, il va exécuter le script ou l'action qu'on veut tester ou mesurer. Et après, le script va télécharger les statistiques du serveur. Voilà. La première chose que j'ai voulu tester, c'est comment FileMaker se comporte si on veut utiliser des enregistrements en locaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les enregistrements sont sur ma machine. Avec ça, je veux dire que toutes les données se retrouvent dans une table. Donc, je vais montrer par exemple une liste qui n'a pas de données liées dessus. Donc, je suis sûr que je n'ai pas besoin de créer des joins ou des choses comme ça. À quel moment est-ce qu'un enregistrement arrive chez nous? C'est qu'on a besoin d'une donnée ou des données qui se retrouvent dans l'enregistrement. Par exemple, on veut l'afficher sur un écran, on veut exporter une rubrique, on veut faire un tri sur une rubrique, ou on veut faire une récapitulatif sur, par exemple, la quantité de stock. À ce moment-là, le serveur commence à bouger tous les enregistrements vers le client. Donc, on va commencer à faire un petit test, tri des données, et simplement faire un récapitulatif et voir ce qui se passe sur le serveur. Donc, FileMaker n'est pas ouvert, il n'y a rien qui se passe. Et donc là, maintenant, je vais faire un tri. Oui, FileMaker est ouvert, mais il n'y a pas de... Désolé, le fichier n'est pas ouvert, il n'y a pas de fenêtres qui sont là. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une tri sur une table des produits qui contient... Après, je vais peut-être d'abord montrer le fichier que vous saviez ce qu'on va faire. Donc, il y a une table avec produit complet qui contient le ID, qui est simplement l'identifiant, la description du produit, ça c'est une grosse donnée. Simplement, par exemple, c'est comment on veut qu'il s'affiche en HTML sur notre site web. Product name, c'est une rubrique texte mais avec pas beaucoup de données dedans. Le stock, qui a un numéro. Et le pays qui est aussi comme le product name, un tout petit donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tri sur le stock. Voilà, là, il se met en pause parce qu'il va vider le statistique, il commence à faire le tri, il a fini. Et voilà, pour les statistiques là, je vois que ça a pris en total 2 secondes,6. Donc vous avez ce fichier après à dispo pour faire des tests. 2,6 secondes pour exécuter cette action-là. Et on voit qu'en une fois, avec quelques appels, avec 3 appels, il arrive à envoyer toutes les données, qui c'est à peu près 1 méga pour les 400 enregistrements. Et après, il s'exécute. Donc avec un tri, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un appel qui part vers le client, vers le serveur qui fournit ou qui essaye de fournir en une fois
toutes les données vers le serveur, vers les clients, et alors c'est le client qui fait le tri. Si on fait la même chose pour le récupératif, j'ai dû réduire mon, enfin peut-être sinon ça prenait trop de temps. Avant, je voudrais faire des tests sur 10 000 enregistrements, mais avec le One, avec la connexion sur le serveur qu'on a ici, c'était vraiment pas possible. Voilà, on voit, donc on voit que ce 941, c'est exactement le même numéro. Donc faire un tri ou faire un résumé, ça exactement en communication, c'est exactement la même chose entre un serveur, entre un client et un serveur. Le serveur est obligé de transférer toutes les données vers les clients et c'est les clients qui font le boulot. Bon, c'est un peu plus vite parce que apparemment faire un résumé, ça va plus vite sur un serveur. Les clients ont moins de mal à faire un résumé qu'à faire un tri sur les enregistrements. Mais ça, c'est les clients, ça c'est la performance des clients qui joue là, et pas le truc, et pas le serveur, voilà. Voilà. Ici, on voit un peu ce qui s'est passé. Ici, c'est encore avec un ensemble de 3000 enregistrements où on avait 5 mégas qui étaient transférés et ça prenait 4,97 secondes avec 8 remote calls qui vient. Le 9 qui entre le network AB in, ça veut dire, c'est le 9. Je pense que ça, c'est simplement le paquet qui est envoyé à partir du client pour dire je vais faire un tri. C'est simplement le paquet pour initialiser la commande sur le serveur. Voilà, donc c'est vraiment toutes les données. Imaginons que on veut faire, on pense, voilà, on veut faire un peu, on veut savoir la quantité de stock d'un certain produit. Donc voilà, c'est le client qui crie, j'ai besoin de la quantité en stock. Alors le serveur, il répond simplement, ici est le produit, prends ce que tu veux. Il s'en fout, il va envoyer tout. Aussi les données pour la comptabilité, pour les gens qui vont les vendre, et tout ça est envoyé vers les clients. C'est vraiment toutes les données. Si le gars du stock veut créer un rapport de stock, alors ce que le serveur va dire, ici est ton entrepôt. Et il renvoie simplement tout ton catalogue vers les clients. Et après, c'est le client qui va prendre l'info qu'il en a besoin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de moyen d'optimaliser tout ça? Bah, en FileMaker, on peut utiliser des liens 1 sur 1 pour simplement on peut remodéliser la même table en plusieurs tables. Et par exemple, la première chose qu'on peut déjà faire, c'est retirer toutes les rubriques qui contiennent beaucoup de données et les mettre dans une table séparée. Par exemple, la description en HTML, on n'a pas besoin de transférer ça tout le temps, c'est quand même une donnée statique qu'on veut seulement voir peut-être en vue détail. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de le mettre dans la même table des produits, parce que si on veut montrer une liste ou faire une tri sur la liste, ce sont des données qui sont bougées avec du client vers le serveur. Et ici, ça va encore, mais en 3G ou en Edge, ça a vraiment ça a une grande différence. Et donc, simplement pour faire un tri sur le stock, il va aussi envoyer tout le page, allez, tout notre site web et tout notre catalogue en HTML. Allez, c'est une bonne idée de les mettre déjà séparés. On va essayer de mettre toutes les rubriques qu'on a besoin pour des rapports et des listes, de les regrouper ensemble. Et il faut faire une distinction entre des rubriques qui sont statiques et des rubriques qui sont dynamiques. Par exemple, le numéro de TVA d'une société, bah, ça ne change pas si beaucoup. Est-ce que si on a un truc qu'on veut changer dans une société, est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer toujours ce numéro de TVA ou pas? Est-ce que c'est pas simplement plus logique de le mettre dans une autre table, autant que on doit la télécharger pour l'afficher, mais si on change le nom de la société, au moins on ne doit pas renvoyer le numéro de TVA de nouveau vers le serveur qui a en tout cas pas de changer. Bon, si on va très loin, ça veut dire qu'on arrive dans une structure où on a une table par rubrique. Mais je vais, il y a quand même des inconvénients à la fin que déjà ça, je suis sûr, ça, je peux vous assurer, ça c'est pas une bonne idée. Donc, l'exemple que je montre ici, c'est que donc là on a en haut on a la table comme il est. On a fait les tests maintenant. Donc, on a l'ID avec le nom de produit et la quantité de stock et le mot d'emploi produit, ou description, n'importe une rubrique qui contient beaucoup de données. Et donc là, j'ai fait un split en 3.
J'ai simplement dit, je prends tout qui est vraiment principal. Bon, ça a l'air d'être ça. Donc, tout qui est principalement un attribut pour le produit qui est commun. Donc, par exemple, le nom de produit, la référence produit, qui est commun, on met ensemble. Alors, on a une table pour les gens qui gèrent le stock. Et on a une table simplement avec tous les grandes données. On fait un peu un split en tout. Voilà, je vais vite ouvrir le fichier pour montrer. Donc, on parle de ces trois tables-là. Il y a donc un product main, un product stock et product description qui contient les grosses données. Ils ont tous des 400, ils ont tous les mêmes nombres d'enregistrements. Je n'ai pas traduit ça. Et donc, on parle bien de cette structure ici. Ils sont tous des relations 1 sur 1. Donc, le product main avec son ID est lié avec là. Ils ont des delete related et ils devraient avoir allow creation on, qu'on peut facilement créer des enregistrements liés. Et donc, on va voir maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va de nouveau faire un tri sur le stock, mais le script est un peu différent. Ça veut dire qu'on va faire maintenant le tri seulement sur cette table-là, pour voir s'il y a une différence, si ça va aller plus vite ou pas. Donc, il y a le tri sur le stock. Le tri est déjà fait. Il attend encore quelques secondes pour que le serveur peut se mettre en pause et que je peux télécharger les données. Et si on va regarder maintenant, on a téléchargé, ça a pris que 0,4 secondes au lieu de 2,6. Donc on a simplement changé ça, on a diminué le temps de tri, allez, on a divisé par 8. On n'a pas transféré 941 kilobytes, mais on n'a que transféré 125 kilobytes. C'est quand même une grosse différence. Allez, il y a quand même immédiatement, on peut voir qu'il y a une grosse différence entre ces deux-là. Si on fait la même chose pour le, on va le fermer d'abord, pour le tri, pour le summarizing, pour simplement savoir combien de produits, combien d'enregistrements j'ai dans mon tri. Il va faire de nouveau la même chose. Voilà, de nouveau, mais honnêtement, ouais, voilà, de nouveau, on voit on a une temps de, allez, on a vraiment diminué le temps pour faire pour calculer ce tri. Voilà, on voit un peu la même chose, c'est que c'est simplement, c'est le forme du graphe exactement le même, c'est simplement que ça passe tout en moins de temps. Et donc, on voit qu'on a vraiment on gagne de temps qui est immense. Surtout que le plus grand que la table devient, avec le plus d'enregistrements, le plus grand de gain, allez, le plus qu'on gagne pour ça, parce que, allez, oui, c'est un peu exponentiel. Le plus d'enregistrements qu'on a avec beaucoup de données dedans, le plus mal le serveur aura à envoyer tout ça. Donc ça, c'est vraiment c'est important que ça reste petit. Et donc, pour faire un tri ou un résumé, c'est simple. Il y a un appel distant vers le serveur pour initialiser le tri. Et après, il y a X appels distants qui revient pour renvoyer les enregistrements. Et là, on peut savoir qu'un appel distant peut transférer à peu près 1 méga au maximum. Et donc, si on doit par exemple transférer 10 mégas de données, au moins il a besoin de 10 appels pour envoyer les données vers le client. Mais il y a quand même un maximum de FileMaker. FileMaker, on va en max 5000 enregistrements par appel. Donc si on a vraiment des petits appels, des petits enregistrements, c'est quand même FileMaker qui va limiter cette optimalisation en disant qu'on peut qu'envoyer 5000 enregistrements par appel. Il revient sur le client pour faire des tris ou des résumés. Voilà.
qu'est-ce qui se passe quand on va éditer des enregistrements? Je ne vais pas faire des tests unitaires là, je veux dire, je ne vais pas je vais pas modifier un enregistrement et voir ce qui se passe. On va faire ça immédiatement avec un replace field, allez, remplacer les contenus d'une rubrique. Il y avait un truc allez, j'ai vu un truc qui était génial, allez, qui est vraiment intéressant quand j'ai fait ça, et surtout que simplement parce que ça va donner une meilleure vue sur ce qu'on peut gagner ou pas gagner. Donc voilà, c'est de nouveau, on parle des enregistrements en local. C'est vraiment important qu'on travaille toujours sur une table. Voilà. Voir si tout est fermé. Oui. Et donc on va maintenant on va remplacer, on va augmenter le stock de tous les produits avec 10 dans la grande table qui contient aussi la description. Donc là, il commence. Quand j'ai fait le test ce matin, ça allait plus vite, mais je pense qu'il y a plus de gens ici dans la salle qui occupent le Wi-Fi. Hein. J'ai un peu peur. Quoi? Oui, ça veut dire ça, tout à fait. Voilà, donc ça c'était le replace field content sur la grande table. Bon, ça c'est pas très sympa. Hein. Voilà, il a fini. Honnêtement, j'espère que maintenant que vous restez tout sur le Wi-Fi parce que sinon on va. Les tests sont pas très honnêtes. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que FileMaker, on avait un appel pour un ou deux appels. Non, on avait un appel pour initialiser le tri. Et après, on voit que FileMaker renvoie en une fois toutes les données sur le serveur. Donc les 400 enregistrements arrivent chez moi. Après, il a toujours 14 remote call, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, et tout d'un coup, bouf, il envoie de nouveau tous les enregistrements vers le client. Donc ça, il fait par 500 en replace. Donc si on veut faire un tri sur 800, si on veut un replace field content sur 800 enregistrements, il va par 500, il va envoyer des tranches de 500, il va faire des choses, ça je vais expliquer après, et après ces 500, ils sont renvoyés et committés dans la base de données. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que c'est ce numéro-là, 424. C'est quand même très proche des 400 qu'on a trouvé. Et il a aussi un calcul magique qui est derrière. C'est que si on prend un peu ce qu'il arrive à faire, c'est le 11 qu'on voit ici. Et on fait, par exemple, on a les 400 enregistrements. Oui, mais ça c'est corrompu maintenant, ça compte plus. Là, il y a un truc qui compte pas. Parce que normalement, c'est le fait que c'est le 424 qui est là, c'est le nombre d'appels qu'il a besoin. Donc, ce qui se passe, c'est que FileMaker, quand on fait un replace, aller remplacer les contenus de rubrique, c'est que pour chaque enregistrement, il va envoyer un appel vers le serveur simplement pour verrouiller. C'est pas un appel qui est très lourd, c'est un très petit paquet qu'il envoie vers le serveur pour dire il faut à ce moment verrouiller cet enregistrement. Quand il est passé, il est déverrouillé. Mais avec le latency, on a toujours ça, les appels distants par seconde qui est limité. Ça veut dire que là, on voit que c'est vraiment une constante. Il fait vraiment son mieux de travailler le plus vite. C'est aussi une constante qu'on peut revoir partout. C'est toujours 14. Et le plus vite que la connexion est, le plus haut que ce numéro sera. Donc, pour un replace field contents, on peut à peu près calculer en mathématiques combien de temps que ça va prendre. C'est très simple. C'est le nombre des enregistrements à remplacer divisé par ce numéro-là. Donc, s'il faut faire, ça c'est à peu près, on fait 400 divisé par 11, on arrive à 36, et c'est 44, mais il a un truc là, à la fin, il n'arrivait pas à clôturer le replace field contest. Là, il y a un truc qui s'est passé, je pense peut-être que le réseau n'était pas très accessible, mais tous les tests que j'ai faits, c'était, quand je faisais ce calcul-là, le nombre des enregistrements à remplacer divisé par cet numéro que j'avais là, j'arrivais à peu près à une seconde près sur le temps exact que ça prendra pour faire cette action.
On va faire maintenant la même chose sur la petite table. Donc, voilà. Ouais, j'ai pas c'était pas le bon script. C'est ici. Mais là, il y a des gens qui ont coupé le Wi-Fi. On est en train de... La prochaine fois, je fais ça avec 20 enregistrements. Ouais. Le test sera pas correct, donc Autant que le test est correct, parce que si je vais maintenant 400 divisé par les 14, ou le 13, où on est à peu près, on arrive à 30 secondes, qui est très près de celui-là. Je pense que quand j'ai fait avec la grande table là, qu'il y avait un peu de trucs dans le cerveau, on voit que c'est le même nombre de remote calls qu'on a. La gagne de temps, c'est moins impressionnant. C'est pas qu'on a divisé par 8 le temps qu'on a fait pour les tri. Et ça, c'est à cause du fait que, si on va regarder, c'est pas le nombre de données qui compte ici, c'est le nombre des appels distants qu'il doit envoyer vers le serveur. C'est le ping time qui commence à jouer à ce moment-là. C'est donc la vitesse où on arrive chez le serveur qui compte plus que le nombre de données que le fil peut transférer en une fois. Mais il a quand même c'est encore toujours plus vite. Parce que, voilà, à la fin, on doit quand même encore toujours transférer les données pour les télécharger et après pour les renvoyer vers le serveur. Mais il y a des autres aspects qui commencent à jouer dedans. Donc ici, on va un peu, c'est sur 3000 enregistrements et on va vraiment les tranches de 500 enregistrements qui sont là. Donc on voit toujours un pic de Network AB Second Out, qui est d'abord c'est le bleu, qui veut dire que je vais transférer toutes les données vers les clients. Après, le serveur reçoit des remote calls en masse pour verrouiller les enregistrements. Et après, tu as le bleu foncé qui pique avant le bleu un peu plus léger, c'est-à-dire qu'il va d'abord renvoyer ces 500 enregistrements et le prochain truc, c'est qu'il renvoie le prochain tranche de 500 enregistrements pour commencer à manipuler les données. Donc, ça veut dire que si on veut modifier le stock, c'est le serveur qui dit ici est le produit, tu le rends après, alors c'est bon et tu renvoies le produit. Donc c'est toujours de nouveau, c'est 2 fois la transaction de tout l'enregistrement qui est là. En base de données, une action comme ça s'appelle put. Ça veut dire que il y a la différence entre patch et put. Patch, ça veut dire qu'on peut updater une ressource. Ça veut dire qu'on peut changer, on peut simplement envoyer un attribut, une valeur d'une rubrique, et la base de données va se gérer qu'il va retrouver l'enregistrement et seulement modifier cette rubrique-là. Ici, c'est des puts, ça veut dire que la base de données attend d'avoir la ressource complète. Donc, en FileMakerien, ça veut dire l'enregistrement complet. Et donc, il va simplement remplacer ce qui était sur le serveur avec ce qu'il a reçu du client. Je ne sais pas si Douglas a expliqué pourquoi, mais s'ils ne le font pas, ça devient trop compliqué avec tous les auto-entrées, les calculs, à gérer tout ça, parce que si on envoie seulement quelques enregistrements, on en modifie. Alors FileMaker ne sait pas si avec les auto-entrées s'il doit faire des choses, donc c'est une choix qu'ils ont prise, qu'ils ont dit simplement pour la simplicité, on va transférer tout l'enregistrement. Alors on peut modifier l'enregistrement sur les clients s'il a des calculs ou des auto-entrées qui doivent s'évaluer. Ça se fait sur les clients et c'est la responsabilité du client de renvoyer l'enregistrement vers nous. Voilà. Mais il y a d'autres techniques aussi qui s'appellent patch, mais voilà, c'est pas en FileMaker. Donc la conclusion, c'est que tout l'enregistrement doit être récupéré pour faire un modif. Tout l'enregistrement doit être restitué. Et ça, il fait par 500 enregistrements. En gros, mais bon, c'est pas à 100% correct. Il y a un appel pour recevoir les données, un appel par enregistrement pour le verrouiller sur le serveur, et il y a un appel pour envoyer et valider les enregistrements.
Donc, si on veut faire remplacer des replace field contents, aller remplacer le contenu d'une rubrique, là c'est plutôt important qu'on va regarder le nombre d'appels distants au lieu de simplement voir la bande passante. Donc c'est le latency time qui est plus important que le bande passante dans ce cas-là. Voilà, j'ai fait déjà la démo. Voilà, ici on fait que c'est la même chose. Donc sur 3000, ici on est sur 78 secondes. Si on va regarder l'animation, on est à 70. Donc sur 3000, on a gagné 8 secondes de temps. C'est pas vraiment très impressionnant. Surtout que ce 8 secondes qu'on a vu, c'est le double de 4 secondes qu'on a gagné dans le tri. Donc c'est simplement, on a gagné le temps de transférer simplement les données dans le client, mais le plus grand perte de temps ou le plus grand occupation est vraiment dans la communication pour verrouiller les enregistrements. Donc, si on peut regarder dans la conclusion, c'est que utiliser les tables réduites, c'est quand même, surtout si on veut récupérer des données d'un serveur, ça vaut vraiment la peine. Si on veut remplacer des données, il y a un gain de temps qui est un peu moins. Désolé. Donc, pour conclure, comment on peut optimaliser une base de données? C'est très simple, hein. On va sortir toutes les grosses données de la table principale. On va sortir toutes les rubriques sur lesquelles on veut faire des tris ou des résumés fréquemment. Et on va faire une distinction entre des rubriques qu'on veut changer régulièrement ou pas. Surtout qu'on commence à être dans un autre avantage, c'est que par exemple pour la sécurité, parfois le gars qui est responsable pour le stock n'a pas le droit de voir, par exemple, le chiffre d'affaires qui est fait sur un produit. Et donc, au lieu d'aller dans les privilèges et de commencer pour chaque rubrique, qui est vraiment chiant, s'il a le droit ou pas de le voir. Là, on peut simplement verrouiller toute une table et dire le stock, il n'a pas le droit de voir tout qui est de la table où on stocke tous les chiffres d'affaires ou toutes les ventes pour un produit. Et aussi, on peut optimaliser et répartir en fonction de l'usage. Est-ce que le gars du stock, il a besoin de télécharger toutes ces données-là, autant qu'on ne va jamais l'afficher sur une rubrique. Donc, comme ça, on peut repartager les données dans des tables, comment ils seront utilisés par les utilisateurs. Donc, c'est facile, non? C'est simplement, on va un peu revoir les choses. Mais bon, il y a un gars qui est plus intelligent que moi qui a dit Data modeling is an art, it's not science. Ça veut dire que, et moi, apparemment, je suis pas un artiste parce que j'ai suivi simplement le truc. On rentre dans les exemples de la vie réelle. Et là, on va voir tous les inconvénients de cette technique-là. Parce qu'en théorie, ça marche hyper bien, mais il y a quand même des inconvénients. Donc, moi, j'ai fait mon partage, j'ai créé un truc avec le stock, j'ai vraiment bien fait. Et à ce moment-là, les clients viennent avec une demande hyper chiante, c'est moi, je veux avoir un rapport de stock. Donc, j'ai besoin d'un rapport des produits qui sont triés sur la quantité en stock. Je dis oui, ça je sais faire vite, j'ai mis tout sur une table séparée. Et le rapport doit contenir le nom du produit et la quantité. C'est hyper simple, c'est le nom de la produit, voilà. Et donc, moi d'abord, je vais le test. Donc, c'est très simple, le script, je vais faire deux tests. Une sur la grande table et voir ce qui se passe, et une fois avec la table réduite qui doit alors montrer le nom d'un produit. Je ne vais pas dire, je vais encore rien dire, sinon vous le saviez déjà. Donc, on commence avec le stock de report complet. Voilà, là c'est mon stock qui est prêt. Mais ça compte pas, je n'avais pas fermé ma base de données. Voilà, on refait le test. C'est le même rapport, c'est bon.
Et donc, on voit de nouveau le même nombre de données qui sont renvoyées, le même nombre de appels distants et à peu près le même temps. Donc, apparemment, FileMaker n'a pas trop mal à gérer un PDF. Ça prend le même temps de faire un... Allez. Le moment que les enregistrements sont là, ça va hyper vite. Maintenant, je fais ça sur le table de stock. Je vais d'abord montrer le modèle. Vous avez... Donc, on a le nom du produit qui se retrouve dans le product main et on a le stock qui se trouve dans la table principale sur laquelle le modèle est basé. Et maintenant, on commence. Elle a fait le tri. Allez, pas encore, mais là, elle a fait le tri. C'est hyper vite. Et maintenant, on peut commencer à boire un café. Parce que ça va prendre un temps, allez, pas un temps fou, mais non, parce qu'on est sur 400 enregistrements, ça va encore aller. Mais donc, c'est ici, ça rame. C'est technique. Vraiment, ça rame parce que le problème, ce qu'on va voir immédiatement sur le serveur, ce qui se passe, s'il arrive à bien quand même faire mon PDF, on peut essayer de faire du cancel, oui, c'est vrai. Oh, je vais l'annuler, c'est pas si important. S'il veut. On lui laisse dans son état. On lui laisse et on retourne un Keynote qui est plus fiable. Voilà. Donc, si on va regarder, la première chose qu'on a fait, c'est exactement le même type de graphe qu'on a reçu pour faire le tri initial. Le moment qu'ils sont sur le serveur, FileMaker arrive à bien gérer. Maintenant, ce qui s'est passé avec le deuxième rapport, c'est qu'en une fois, le network KB ici, à gauche du graphe, le bleu, en une fois, il a transféré tout le stock de la table stock et après, il commence à faire, il rame. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pour chaque enregistrement, pour les 400 enregistrements qui sont dans mon stock, il faut que lui, il va créer il faut faire un appel au serveur pour créer le join cache. Bah, il va demander au serveur, alors c'est quel produit? Parce que nous, on veut afficher le nom du produit qui vient d'une table distante. Donc, il doit demander au serveur de faire ce join. Et donc, là, on voit très bien que c'est pas si blanc noir. Allez, c'est pas si simple que ça. Allez, moi j'ai appris deux choses de ça, c'est que si on veut utiliser des données sur une liste ou dans un rapport, bah bon, c'est quand même mieux que ils sont dans la même table et qu'on n'a pas besoin de demander au serveur de créer ce join pour nous parce que apparemment FileMaker c'est pas optimalisé. Allez, FileMaker est très fort, mais en termes de relations ou en masse, je veux dire vraiment en bulk, FileMaker n'est pas optimalisé. J'espère que là, il a fini. J'espère. Ouais, c'est bon. Donc, dommage. Voilà. Donc, la conclusion est que la quantité de données à envoyer a une influence. Mais le nombre d'appels distants, apparemment, a encore plus d'influence sur la performance de notre application. Mais donc, est-ce que vous avez perdu une heure? Ce que moi j'ai appris ici, c'est que FileMaker est très fort pour transférer des données dans une structure flat. Autant que c'est vrai que pour des grosses données, on doit les mettre dans une autre table, ça c'est clair. Mais à part de ça, FileMaker est vraiment très fort à envoyer des enregistrements en bulk du client vers le serveur. Donc, est-ce que le serveur peut pas nous aider? Si un jour on a quand même optimalisé, ou c'est peut-être pas un cas hyper réel, mais on veut créer un stock, un rapport où on sait que des données se retrouvent dans d'autres tables. Il y a plusieurs techniques qu'on peut faire à ce niveau-là. Par exemple, c'est la liste virtuelle qu'on peut utiliser ou des variables structurées qui seront après, modélisées dans une modèle. Ou on peut créer une table qui s'appelle report stock report sur le serveur, qui contient simplement le nom du produit, le stock et son ID. Et
Ce qu'on a vu, c'est que les remote calls, allez, les appels distance, c'est ça qui compte, mais c'est un truc qui compte pas vraiment sur le serveur parce qu'on est quand même très proche. Si on exécute le script sur un serveur, il va simplement pour nous transférer ces données relationnelles dans une structure flat, les stocker dans une table et après simplement renvoyer au client cette structure déjà flat où on sait qu'ils seront là en quelques secondes. Est-ce qu'il y a une différence si on le fait comme ça? Un petit démo. Voilà, il a fini. Ah oui, mais ça c'est oui. Si on va regarder maintenant ce qui s'est passé sur le serveur, c'est que c'est de nouveau, c'est le même format. Il y a un pic et après il y a de nouveau tous les remote calls. Ça a l'air d'être le même truc, mais il faut bien regarder à droite. On parle plus de 0 à 30. Là, on est de 0 jusqu'à 2000. Ça veut dire que si on est sur le serveur, on arrive à une transfert de données avec une. Allez, le serveur peut recevoir ou le client peut envoyer à peu près 2000 appels distants vers le serveur au lieu de, là, dans la test ici, on est à 10 ou à 13. Et donc, c'est vraiment là que le serveur, parce qu'on est vraiment plus proche, c'est logique, qu'on va gagner beaucoup de temps en simplement créer ce rapport, ou n'importe quelle action où on voit que les appels distants commencent à jouer, bah, c'est quand même pas mal de savoir que le serveur le traite à peu près, dans une bonne connexion WAN, on parle de 50 fois plus vite, ou dans une connexion WAN comme on a ici, c'est quand même 200 fois plus vite que le serveur peut exécuter un truc. Bon, il y a encore la performance de la machine qui joue aussi. Il a d'autres trucs, mais il a d'autres indicateurs, c'est pas si blanc et noir, c'est ça que je veux surtout dire. Parce que ce qu'on voit là, c'est que ce qui est aussi important, c'est que si on exécute un truc sur le serveur, on voit que quand même, on a le 2600 et 2100 Network AB in, Network AB out. C'est parce que le script, le moteur qui exécute le script sur le serveur, il se connecte aussi sur le serveur par le port 5003. Donc, il utilise exactement la même manière de se connecter. Il n'y a pas un lien direct entre celui-là. Donc, lui aussi, c'est important, il va aussi occuper la carte réseau, par exemple. Donc, c'est quand même important à bien savoir que si on exécute beaucoup de scripts sur le serveur, que ça fait aussi une pression sur la carte réseau, par exemple. Mais donc, j'ai simplement mis l'étoile parce que ce sont pas c'est pas les clients qui a envoyé tous ces appels, qui a reçu toutes ces données. C'est vraiment entre le serveur et le script, qui est, allez, le database engine et le moteur de script. Ben voilà, donc ce n'est pas tout noir, tout blanc. Il y a 50 nuances d'écrit dans toute cette histoire. Il y a une certitude dans la vie, les rubriques pour les grands textes doivent être à part. Ça, c'est vraiment une optimisation que vous pouvez immédiatement faire partout. Il faut les sortir de la table principale. Le nombre d'appels a plus d'importance que le poids de données. Et quand même, allez, je sais qu'en data modeling, on dit, ah oui, c'est le même attribut d'un produit, on le met dans le produit. Il y a quand même encore des autres manières de regarder un peu des trucs. C'est simplement de définir les tables sur base de leur utilisation. Bon, grouper les données qui doivent être montrées ensemble. Ça, c'est sûr. Si vous voulez montrer des rubriques dans une liste, il faut les mettre dans la même table. Il ne faut pas montrer des données liées. Si on veut commencer à travailler sur le one, les données liées sur une liste, non. Voilà. Des données liées sur un modèle où on veut simplement montrer un détail, oui, ça va, c'est un appel distant vers le serveur, il te donne les enregistrements et c'est bon. Mais si on veut montrer ça dans une liste, ça rame. Il faut faire la différence entre les deux données que vous avez besoin en masse, donc ce que je viens de dire, et en vue détail. Mais quand même, le serveur peut nous aider pour faire des tables plates. Si on va regarder Facebook et on ouvre la page,
à ce moment-là, c'est pas lui, c'est pas Facebook qui va commencer à calculer. Ah, c'est Andries qui se connecte, qui a des amis avec lui, lui. Il avait encore des intérêts à ça, donc je vais une requête sur la base de données de celui-là et je vais lui fournir celui-là. Ces données sont stockées, ils sont cache, et ils ont déjà dans le cache. Facebook, c'est déjà maintenant, quand je me log dans 10 minutes, ce que je vais voir. Et donc, on peut déjà aider et optimaliser. S'il y a des choses qui vont très lent, c'est pas grave de commencer à cacher, mettre en cache, je veux dire, des données, par exemple des rapports, je vais dire le revenu par année, ou si on veut créer un dashboard et le client veut voir ce qu'il a déjà gagné dans les mois. Bon, si les factures qui sont créées aujourd'hui, ils sont pas encore dedans, c'est pas si grave. On peut vraiment créer un script côté serveur qui prépare chaque jour son dashboard ou qui fait un update de son dashboard. Il va regarder et lui, il sait que c'est pas si là. Et si on doit vraiment à ce moment-là commencer encore à tout calculer, oui, le client aura un rapport qui est vraiment live et up-to-date. Ben, il va jamais le consulter parce que il sait que c'est trop lent. Et donc, il sait que s'il clique sur ce bouton-là, que sa machine commence à ramer. Et allez, parce que ça va être très, très, très lent. Donc, parfois, c'est mieux de soit utiliser la table pour, comme j'ai montré, tout mettre dans une table et le transférer. Et vraiment, pour avoir de grosses optimisations pour certains rapports, on peut simplement les archiver sur le serveur et s'ils ont besoin, on lui envoie simplement le dernier état qu'on a de cette base de données et chaque jour on fait un update. Pour certaines données, c'est pas important d'avoir une vue live sur des données et au pire on met un petit bouton updater sur le modèle et ça, là il sait que s'il clique, voilà, ça va prendre du temps pour updater son dashboard. Voilà. Merci. Vous pouvez maintenant mettre les questions et les réponses au bar. C'est quoi pour toi une rubrique avec beaucoup de texte? Euh, je disais, oui, entre 50 et 60 000, je sais pas mot. Non, mais c'est surtout, oui, par exemple, un bon exemple, c'est si la description, si on a plusieurs paragraphes, je trouve que c'est déjà quelque chose qui vaut la peine de le mettre. Surtout qu'on va jamais montrer une description sur une liste. Donc là, ça vaut pas la peine de le mettre, de le garder ensemble, je trouve. Merci. Voilà. Ah, c'est bon, c'est parfait, tout le monde a compris. Je suis content. Pas de questions? Plus de questions? C'était un peu clair? Ouais? Ok, ouf, merci.